Bonjour à tous, une nouvelle vidéo, donc un sujet qui m'intéresse, qui est beaucoup d'actualité, pardon, sur la notion de pouvoir et d'autorité. On apparente souvent le terme pouvoir, autorité, il y a des nuances. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes formes de pouvoir et d'autorité avec une approche philosophique et politique. Même si la liste est presque non exhaustive, je vais quand même vous citer et vous définir les différentes formes de pouvoir qui remontent de l'Antiquité jusqu'à la société moderne. Alors tout d'abord, le kratos, donc en grec c'est le pouvoir. Pourquoi je donne l'étymologie donc de kratos, c'est parce que ce terme-là va être utilisé dans beaucoup de noms dérivés du pouvoir. Alors, en ce qui concerne l'autorité, puisque le sujet c'est quelles sont les différentes formes de pouvoir et d'autorité dans n'importe quelle civilisation, du moins dans la civilisation occidentale et orientale et eurasienne aussi, l'autorité est un terme provenant donc du terme latin auctoritas, donc qui veut dire amener vers quelque chose, rédiger, de hauteur, ça vient de hauteur aussi, auctoritas. Alors, l'auctoritas romaine était l'apanage du Sénat qui n'avait pas de pouvoir décisionnaire ni de pouvoir exécutif, contrairement à la potestas, donc toujours en latin, qui signifie le pouvoir, qui imposait la force au peuple. Donc là, on voit une différence, une dichotomie, une différence manifeste entre ce qui est autoritaire et pouvoir. L'autorité a toujours une connotation péjorative. Mais au fil du temps, la sémantique a été bafouée. Alors, il est intéressant donc de lire Hannah Arendt, donc une philosophe donc, du XXe siècle, qui a beaucoup travaillé, qui était spécialisée dans la philosophie politique, pour qui l'autorité, c'est la capacité d'obtenir l'obéissance sans recours à la contrainte par la force ou à la persuasion par argument. Donc on en revient à la première définition, acception du terme autorité. Donc, l'autorité met l'accent sur l'augmentation apportée par le passé. Hannah Arendt rappelle ensuite qu'en abandonnant à César ce qui était à César, vous connaissez cette fameuse maxime, l'Église romaine a conservé pour elle l'autorité tout en reconnaissant à l'État le droit d'exercer le pouvoir. Donc il y a une séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État. Elle rappelle aussi que dans l'hypothèse devenue celle de Platon, après la mort de Socrate, où ni les anciens ni la religion n'ont suffisamment d'autorité et où la persuasion ne peut les remplacer, il reste un recours, la vérité. Donc ça nous renvoie au terme premier, à la définition première de la philosophie. Puisque la philosophie, c'est philosophia, c'est aimer la sagesse, mais c'est aussi aimer la connaissance en vue de flirter avec une certaine forme de sagesse et de surcroît de vérité. Alors, il est apparu à Platon que la vérité est plus forte que la persuasion et l'argumentation. Donc, on peut voir que dans notre société actuelle, et je vous invite à lire La société du spectacle de Guy Debord, écrit en 1967, et ses commentaires en 1988, très intéressants, justement, où on est plus dans la dialectique que dans la didactique. C'est-à-dire que la forme est plus importante que le fond. Le substitut de la persuasion proposée par Platon est l'introduction en loi, dans laquelle leur intention et leur but doivent être expliqués aux citoyens. Donc confère la République de Platon. Alors, soit le savoir du spécialiste inspire confiance, de sorte que ni la force ni la persuasion ne sont nécessaires pour obtenir l'acquiescement, ou bien celui qui commande et celui qui obéit appartiennent à deux catégories d'êtres complètement différents, dont l'un est déjà implicitement assujetti à l'autre. Alors, je vous invite à lire aussi le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, qui est aussi beaucoup d'actualité, écrit au XVIe siècle. Donc, il était un proche de Michel de Montaigne, qui a écrit le premier essayiste. Alors, je vais commencer par définir donc, un terme peut-être que vous connaissez sans doute, c'est la plutocratie. Donc, c'est un système de gouvernement, de politique, basé sur la richesse. C'est-à-dire que le seul pouvoir est par la richesse. On peut parler d'oligarchie aussi.
Donc c'est la richesse qui maîtrise le pouvoir. Donc Plutos, c'était le dieu de la richesse, et Kratos, on en revient au pouvoir, de point de vue étymologique grec, la plutocratie, c'est-à-dire le pouvoir par les plus riches. Ensuite, donc pour revenir à Platon, donc dans son livre 8 de la République, il parle de timocratie ou de timarchie. Alors, c'est un régime politique évoqué donc par Platon, comme je l'ai dit. C'est le gouvernement par ceux qui recherchent à tout prix les honneurs, ce qui a du prix, ce qui a de la valeur, ceux qui aiment les honneurs. Donc c'est aussi en lien avec la plutocratie, parce qu'en général, quand on possède l'argent, le pouvoir par l'argent, on a envie d'accéder à un certain pouvoir par les honneurs. Donc on est dans l'apparence. L'aristocratie, donc aristocratie, vient des racines grecques, aristoi, les meilleurs. Et toujours Kratos, donc le pouvoir, l'autorité, le gouvernement, par les meilleurs. Donc c'est à partir de la Révolution française que le terme aristocratie a été employé à tort pour désigner exclusivement la noblesse, ce qui l'a fait perdre son sens plus général, surtout en français. En fait, c'est le pouvoir par les meilleurs, les plus méritants, les plus aptes, qui peut aussi coïncider avec le terme de népotisme, donc qui est en référence avec le neveu. Et ce terme qui a été emprunté en 1653 à l'italien nepotismo, lui-même dérivé de nipote, qui signifie le neveu, par référence au favoritisme accordé par un pape à l'un de ses neveux par la concession indue de titres ecclésiastiques ou de donations réservées au Vatican. Même si le pape n'avait pas de neveu, parce qu'il n'avait pas d'enfant, il ne peut pas se marier, mais c'était les évêques, les cardinaux qui avaient la primauté du pouvoir, d'une certaine manière. Et on retrouve ça en politique. Donc le népotisme est caractérisé par les faveurs qu'un homme ou une femme au pouvoir montre envers sa famille ou ses amis, ses proches, sans considération du mérite ou de l'équité. Donc c'est en opposition avec le terme de méritocratie, le pouvoir par le mérite. On distingue aussi dans le népotisme, généralement le népotisme par la transmission héréditaire du pouvoir. Donc on voit les filiations qu'il peut avoir, par exemple, chez les Rothschild, ces grosses familles qui ont plusieurs siècles. Donc on transmet le relais, ou aussi dans certaines familles industrielles aussi, de grands industriels, où le pouvoir est donné aux enfants, hérité aux enfants. Alors là, il y a une question philosophique et ontologique, je dirais, et même plus éthique qui se pose. Est-ce que ces gens-là méritent la succession du pouvoir? Est-ce qu'ils ont les compétences pour? Et ça, c'est peut-être une aporie. Ensuite, l'oligarchie. Alors, l'oligarchie, c'est donc oligarchia, donc toujours en grec, qui signifie petit. Comme en sciences économiques, les oligopoles, ce sont des marchés qui appartiennent à quelques entreprises, contrairement à un monopole. Donc ça constitue peu de personnes. Et archi, archo, qui signifie commander. Donc c'est une forme de gouvernement où le pouvoir est détenu par un petit nombre de personnes qui forment une classe dominante. Donc il y a souvent une notion de richesse et de sous derrière tout ça. Alors l'autocratie, c'est donc auto, donc soi-même, Kratos, toujours pouvoir, est un régime politique où un seul individu détient tout le pouvoir, alors qualifié de pouvoir personnel et absolu, comme le pouvoir monarchique chez les rois, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Henri X, Charles X, pardon, etc., etc. L'autocratie est un pouvoir qui n'a d'autre justification d'utilité que lui-même. Et l'autocratie, comme on l'a vu dans les filiations, que ce soit dans les dynasties, les Bourbons, les Capétiens, les Mérovingiens, donc toutes ces familles-là, donc il y a une descendance, il y a une filiation familiale. Ensuite, la phallocratie, donc du grec phallos, qui a rapport avec donc, le sexe de l'homme, et kratos, le pouvoir. Donc en fait, c'est une domination sociale et culturelle et symbolique exercée par les hommes, non apparentée sur les femmes.
Par extension, le terme désigne une structure sociale, entre guillemets, misogyne et patriarcale, dans laquelle la domination est exercée par des hommes apparentés. Donc son contraire, son antonyme est la gynocratie, donc le pouvoir par les femmes. Ensuite, la bureaucratie, terme créé donc en 1759 par Vincent de Gournay, composé de bureau et cratie, pouvoir, est une forme d'organisation du travail inventée par les Chinois, développée ensuite en France par Louis XIV et Colbert sous le nom d'administration, donc l'administration par exemple française, et perfectionnée ensuite par les Prussiens. On peut renvoyer aussi en 1917, donc, quand il y a eu les révolutions bolcheviques, où il y a eu la création du Politburo sous l'ère communiste, sous l'Union soviétique. Le terme technocratie dérive du grec techné, qui désigne le savoir-faire. Donc c'est le pouvoir et la capacité de gouverner. La politique comme techné, donc comme science, comme savoir-faire, c'est donc l'objet d'un savoir objectif. La technocratie est une forme de gouvernement d'entreprise ou d'État où la place des experts techniques et de leur méthode est centrale dans les prises de position. Donc on le voit en France avec les énarques, par exemple. Donc on fait des grosses études ou des gens qui sont à la Cour des comptes, à Bercy, donc c'est des technocrates. Alors, étymologiquement, le terme vient du grec, alors là c'est l'acratie, donc il y en a qui parlent d'anarchisme, alors c'est donc A privatif, acratie, donc ça veut dire l'absence de pouvoir. Donc il y a certains anarchistes useront du terme acratie, donc littéralement absence de pouvoir plutôt que du terme anarchie, qui leur semble devenu ambigu et péjoratif. De même, certains anarchistes auront plutôt tendance à utiliser le terme de libertaire. Alors, donc à la fin de la vidéo, il y aura quelques citations d'auteurs, mais là je vais vous en donner, donc concernant la démocratie, parce que je n'en ai pas parlé, donc c'était Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis qui a aboli l'esclavage, qui a été assassiné, qui disait que la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et une autre citation d'un penseur, Lord Acton, qui disait « Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument, à méditer ». Voilà, n'oubliez pas les citations que je vais mettre en fin de vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. Vous pouvez activer les notifications et mettre des j'aime. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.